Je suis docteur Taïna Kambou. Je suis médecin ophtalmologue à l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise depuis 2014 et au centre médical Diamant depuis 2015. Je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et j'ai 2 enfants, 2 garçons. Coupe. Je vais dire quoi? Les naissances et tout ça. Non, j'avais dit qu'on est dans le négatif. Regarde Mémé. Mémé, coucou. Bye bye. Est-ce que tu vas tous les jours à l'hôpital maintenant? Alors, à l'hôpital privé, il n'y a pas de problème. Là, malgré le Covid, nous avons eu nos consultations. C'est vrai qu'il y avait moins de patients, mais mon planning était le même malgré l'épidémie, la pandémie. Mais par contre, à l'hôpital public, là, depuis que la pandémie est arrivée, c'est là-bas qu'on avait emmené le premier patient. Moi, exactement, c'était le 11 mars que j'ai consulté la dernière fois à l'hôpital public. Jusqu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus. Donc, vous avez eu le premier patient le 11 mars. Et de mars à maintenant, tu peux un peu résumer comment ça s'est passé? C'est vrai que le premier patient, c'était très médiatisé. Le premier cas de coronavirus a été signalé en République démocratique du Congo. A confirmation of the country's first case of COVID-19. Authorities in the Democratic Republic of Congo on Tuesday confirmed the first case of coronavirus in the country. C'est un monsieur qui est venu de France. Il était dans un hôtel à la commune de la Gombe, donc dans le centre-ville. Et il commençait à avoir quelques symptômes. Il avait de la fièvre, il toussait, il était enrhumé. Il est parti se faire consulter dans une autre clinique publique de la ville, au centre-ville. Et là, après, ils lui ont fait le test et puis ils ont annoncé qu'il avait la COVID. Le ministre de la Santé est passé à la télé pour faire l'annonce officielle que nous avions eu notre premier cas de COVID. Alors, de là, c'était la panique générale. Les médias se sont mis dedans, ils sont allés à l'hôtel là où ils logeaient, ils ont barricadé l'hôtel, ils ont enfermé tout le monde, personne ne pouvait sortir. Et ceux qui étaient dans les hôtels, ils font des vidéos pour vous dire « Oui, mais nous, on nous a enfermés ici. » Et c'était la police partout, comme s'ils étaient des malfaiteurs, en fait, alors que non, il fallait juste isoler un peu l'hôtel. Vers 22h, ils l'ont emmené là-bas et c'était un cortège, le ministre, les ambulances, tout ça, la police, pour l'emmener dans la structure qu'ils disent avoir prévu pour ça. Alors que moi, je travaille dans cet hôpital-là. Il n'y avait rien de prévu pour recevoir le patient de COVID. Tous les patients qui étaient hospitalisés, ils ont fui. Les bébés en couveuse, les opérés, tout ça. Ils sont tous partis, s'imaginant que parce qu'on savait qu'on n'avait pris aucune précaution tout justement, s'imaginant que voilà, tout le monde allait être infecté, ils ont escaladé les murs et ils ont fui. Et bien, c'est comme ça qu'après nous, 2 jours après, on nous envoie un communiqué, un mail, pour nous dire que l'hôpital est réquisitionné officiellement pour les patients COVID-19. Donc, après, il y a eu quelques médecins généralistes qu'on a pris pour les former sur l'état rapidement. Le président de la République a décrété l'état d'urgence. Les patients, ils venaient plus de la commune de la Gombe, qui est le centre-ville, qui est le siège des institutions. Donc, on a dû confiner cette commune de la Gombe-là, là où nous travaillons tous. Moi, j'habite en périphérie. Alors, nous qui étions obligés d'aller à Gombe, on nous avait donné des badges pour accéder à la commune. Mais tous les pays étaient en état d'urgence. Donc, fermeture des frontières, plus de vols internationaux, plus de vols locaux. Et nous sommes partis du premier cas, jusqu'à environ, aujourd'hui, nous sommes à environ 9300 cas, autour de 7000 guérisons et autour de 120 décès. À quel point est-ce que tu penses que les chiffres que le gouvernement vous donne sont vrais? Moi, je crois que les chiffres qu'ils ont donnés, ils sont corrects à leur échelle, mais ça ne reflète probablement pas la réalité parce que nous avons été sous-testés. Il y a probablement les gens qui ont fait la malaria, qui ont fait la grippe que nous faisons à chaque changement des saisons. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens après qui se sont soignés avec tout ça avec qu'on se soigne ici. Il y a plus de plantes médicinales. Alors, ce qui fait que tous ces gens-là qui ont fait très peu de symptômes ou bien qui se sont soignés avec ces plantes médicinales comme faisant la malaria ou bien une grippe, et peut-être qu'il y en avait qui avaient effectivement la COVID, mais ils ne sont pas passés sur le schéma tracé par le gouvernement pour qu'ils soient dépistés, pour qu'ils se déclarent qu'ils aient à l'hôpital et tout ça. Donc, ils n'ont pas été testés.
Les gens ont tendance à se soigner eux-mêmes à la maison. C'est quand ça s'aggrave qu'ils accourent à l'hôpital. Et donc, tu parles des plantes médicinales. À quel point est-ce que tu penses que les plantes sont vraiment effectives? Alors, effectif, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, que sur 10 Africains, 9 ou 8 quand même se font soigner par les plantes médicinales. Parce que c'est parti sur le fait qu'on nous avait dit que la chloroquine soigne la COVID-19. Ok, ça voulait dire pour nous que tout traitement qui soignait la malaria pouvait soigner la COVID-19. Donc, comme la chloroquine était synthétique, nous avons des plantes médicinales ici qui soignent la malaria. Il y a une plante qu'on appelle précisément Congo Bololo. Quand je dis très peu symptomatique, c'est forcément pas des gens qui sont allés faire le test. Ok? Donc, c'est des gens qui s'estiment que, ok, j'ai tousse, je suis enrhumé, j'ai fait de la fièvre, j'ai des maux de tête, j'ai des courbatures, tout ça. En fait, ce sont les mêmes symptômes que nous avons avec la malaria, ok? Et parfois avec la grippe que nous avons ici. Donc, c'est des gens qui d'emblée prenaient ces traitements médicinaux et certains et beaucoup allaient mieux. C'est un traitement purement symptomatique, seulement les symptômes. Alors, mais pour ceux qui ont fait vraiment la maladie, ceux qui ont vraiment développé les symptômes sévères, quand c'est sévère, hein, tu prends toutes les plantes médicinales que tu veux, ça ne marche plus. Hein. Et pourquoi est-ce que tu penses que le pays n'a pas été autant touché que les pays en Europe ou en Amérique? Au départ, on se disait que le climat était un facteur de protection, mais à ce jour, je crois que c'est une théorie, c'est une thèse qui ne tient plus. Après, je ne sais pas si nous avons des facteurs de protection génétique ou quoi, mais en tout cas, comme on dit qu'il y avait plus de patients de troisième âge qui étaient atteints, alors que nous, au Congo et en Afrique en général, on a une population plus jeune que ceux de troisième âge. Donc ça, c'est quand même un facteur. Je crois qu'on part plus sur le fait que nous avons été sous-testés et que la population est quand même assez jeune. Qu'est-ce que tu penses sont certains des plus gros challenges que le gouvernement a pour le moment? Le plus gros challenge, c'était de faire accepter la maladie dans le pays. 85% de la population congolaise ne croit toujours pas que la COVID-19 existe. On a bien vu les morts, mais beaucoup, jusqu'à ce jour, croient que c'est faux. Ça n'existe pas, c'est une simple grippe, c'est une malaria. Donc, la population est tellement dans le déni que même en termes d'accepter de se faire dépister, c'était difficile. Parce qu'on a eu quand même des dépistages gratuits après. On a organisé au Stade des Martyrs des dépistages gratuits, mais les gens n'ont pas accouru. Hein. Et surtout le fait que c'était plus au niveau de la commune de la Gombe, les centres-villes, et chez ceux qu'on appelle les intellectuels, ceux qui travaillent, ceux qui voyagent et tout ça. Mais quand tu vas à la cité, dans les bas quartiers là-bas, à Tchang, les quartiers populaires, il y a eu très peu de cas. Alors, à cause de ça, tout justement, ceux qui vivent dans ces quartiers disent, OK, c'est la maladie des riches. Soit ils disent que c'est la maladie des riches, soit ils disent que la maladie n'existe pas. Malgré qu'ils avaient confiné la commune de la Gombe, mais la population qui venait de ces quartiers populaires avait toujours tendance et envie d'entrer à Gombe parce qu'ils disaient que oui, c'est une maladie qui n'est pas pour nous. Mais ils arrivaient à Gombe, il y avait une barrière, ils ne pouvaient pas entrer. Et jusque dans les derniers jours avant qu'on lève ça, il y a eu des émeutes au point des barrières. Toutes ces mamans qui vendent dans les grands marchés, ils vivent que de ça. Et depuis là jusqu'en juin, ce sont des femmes qui sont restées chez elles, elles ne vendaient plus, elles ne travaillaient plus. Et elles se rendent compte qu'autour d'elles, il n'y avait pas de mort. L'abbé dit, oui, mais pourquoi vous nous privez d'aller faire ce petit travail qui nous rapporte, qui fait que nous nourrissons nos familles, alors que chez nous, il n'y a pas de mort. Les morts, c'est chez vous. Et les derniers jours, elles se sont énervées, elles ont eu des marches, elles ont cassé, elles ont chanté pour dire qu'elles en avaient marre. Il fallait qu'on lève l'état d'urgence, qu'elles devaient retourner travailler. Comment est-ce que le gouvernement aide la population plus précisément? Parce qu'ici en Europe, on a eu des paquets pour les gens qui ne pouvaient plus travailler, on les a payés. Donc, comment est-ce que votre gouvernement a fait pour ça? Oui, il y a eu une structure, je ne sais plus comment on l'appelait précisément, avec des membres de la société civile qui a été mise en place par la présidence de la République pour recevoir les dons. Il y avait des députés qui donnaient des dons et tous ces hommes d'affaires, la Fédération des entreprises congolaises. Donc, il y avait toutes les personnes de bonne volonté. On a créé une sorte de structure pour recevoir tous les dons qu'on pouvait après redistribuer aux populations les plus pauvres, les orphelinats et les maisons de retraite. Après,
ça ne représente rien. Ça n'a rien représenté parce que Kinshasa, elle seule, nous sommes environ 12 millions d'habitants. Donc, sur 12 millions d'habitants, 80% c'est des jeunes. 70% des jeunes, ils sont dans le commerce informel. Ils sont à transporter les marchandises, ils sont à vendre des marchands ambulants, comme on dit. Donc, le gouvernement n'est pas allé appeler tous ces gens-là pour leur donner ce qu'ils ont eu. Non. Ils ont redistribué ça d'une façon très, très inéquitable et c'est dommage. Alors, pour ceux qui étaient payés, le gouvernement n'a pris le salaire d'aucune personne en charge. Et ceux qui sont dans des entreprises qui sont très bien organisées, malgré qu'ils sont restés à la maison, ils ont été payés comme s'ils travaillaient. Mais tu comprends que la moitié de la population, plus de la moitié de la population est jeune et est dans le secteur informel. Donc, dans le secteur informel, le gouvernement ne va rien vous donner. Ils continuent à se débrouiller comme ils font. Mais la preuve, c'est qu'il y a eu des braquages dans des stations-service, il y a eu des braquages dans des coopératives comme ça parce que les gens avaient faim, ils avaient besoin d'argent. Les églises étaient fermées, mais les gens de bonne volonté allaient quand même tout de même déposer quelque chose à l'église pour qu'après qu'on redistribue aux pauvres qui viennent dans les églises et tout. Au début de la pandémie, alors, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de pouvoir tester un vaccin au Congo. Comment est-ce que ça a même commencé? Baboyaki, oh là là, c'est pas vrai. Oui, le vaccin, au départ, tout le monde avait dit non, non, non. Que ce soit la communauté scientifique, que ce soit la population, personne ne voulait de ces vaccins. Le message qui est venu, c'était du genre, le professeur Mouyembe, responsable de la riposte, aurait accepté que la RDC fasse partie des pays qui acceptent de faire le test. Donc, le pays cobaye. Sans avoir demandé au peuple. Le peuple s'est levé comme une seule personne. Ils ont dit non, Mouyembe, on ne veut pas de ton vaccin. Si tu continues, c'est toi qu'on va tuer. Donc, il a même reçu des menaces, en fait, le professeur. Il a été menacé personnellement à cause de ça. Mais après, il a fait, comment dire, rétropédalage. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est une pilule qui n'est pas passée, en fait. Comment est-ce que la famille en général a réagi avec la maladie? Comment est-ce que vous êtes débrouillés? Moi, j'étais en Italie juste avant de venir. Donc, je suis rentrée en février et on avait déjà l'épidémie en Italie. Donc, je viens, j'apporte un message pour dire que oui, en Europe, ça va très mal. Et nous sommes branchés sur les chaînes étrangères où nous suivons comment ça se passe. Chaque jour, nous suivons le nombre de cas qui s'augmente et puis le nombre de décès. Donc, en famille, après, le message a été clair. Chacun reste chez soi. Quand on sort, c'est pour les stricts nécessaires. On sort masqué, on a le masque, on a le gel, on se lave les mains. On a respecté tous les gestes barrières. En famille, c'était vraiment assez strict. Et moi, j'étais là parfois pour rappeler aux gens. Après, il faut avouer que nous avons aussi fait cette médecine préventive à la congolaise. Nous avions la tisane d'Artémisia. Et il y a plusieurs membres des familles qui ont fait quand même les tests pour être sûrs qu'ils n'étaient pas contaminés ou bien qu'ils ont été en contact avec le virus. Oui. Et est-ce que vous aviez peur de ce qui pourrait se passer ou est-ce que vous étiez très confiant que ça allait aller? Au tout début, c'est vrai que les 4 premières semaines, c'était très dur. Psychologiquement, c'était très dur parce que chaque fois, on suivait à la télé les chiffres qui augmentaient. On avait la maladie chez nous. On se disait, waouh, comment ça va et tout ça. Surtout moi qui travaille à l'hôpital. J'ai eu des collègues qui étaient contaminés malgré qu'ils prenaient toutes les précautions. Mais après, on s'est habitué avec nos gestes barrières. Nous n'avons plus cette peur. C'était une peur qui nous paralysait un peu jusqu'à ce qu'on lève l'état d'urgence. Quand on vient de lever l'état d'urgence, en ce moment-là, que la pression est tout d'un coup un peu descendue, on s'est un peu descendu et on se permet parfois maintenant de nous visiter entre nous, les membres des familles, de se rencontrer. Et voilà, c'était dur, mais on a fait avec. C'est quoi alors que tu penses que ça va être le plus gros challenge pour le pays? En général, c'est la pauvreté. Le niveau social, il est tellement bas que ce n'est plus tenable. En fait, avec le changement de régime, en fait, beaucoup de gens espéraient qu'on irait quand même dans le bon sens. Ils ont milité longtemps dans l'opposition, ils connaissent les souffrances du peuple, ils avaient même un slogan, ils disent le peuple d'abord. Donc, on se disait, OK, cette fois-ci, ils ont le pouvoir et ils vont travailler en sorte que le niveau social monte, en fait. Mais malheureusement, on est à plus d'une année, ça va de mal en pis. Le niveau de pauvreté reste au plus bas.
Je n'espère rien sur ces régimes, malheureusement. Jusque-là, moi, je ne vois aucune décision qui va dans le sens d'améliorer le quotidien du petit Congolais. Je ne peux qu'avoir un message d'espoir pour mon pays. J'aimerais tellement que tout aille bien, que chacun mette la main à la pâte, que surtout qu'on punisse les corruptions, qu'on punisse tous les délits comme il faut et de façon juste. Un message d'espoir vraiment pour notre pays. Nous l'aimons beaucoup et nous souhaitons que ça aille mieux dans les jours à venir pour nos enfants et nos petits-enfants.